soir, jusqu'à 1h, la nuit est à vous sur Europe 1, à vous de la colorer, de la pimenter, au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Vous avez entièrement carte blanche au 39 21, où vous serez chaleureusement accueillis par Julie et Asiba, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, puisque vous en composez entièrement le menu, vous pouvez également à tout moment nous rejoindre à ce même numéro si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur pour nous faire part de votre expérience personnelle. Vous pouvez également le faire par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bon, j'ai un petit peu le cœur qui bat là. Je suis un peu émue de parler. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Ce sont les premières minutes qui sont un peu intimidantes et puis après vous oubliez que vous êtes à l'antenne. Donc, alors vous m'appelez parce que vous avez quelques soucis avec votre fille qui a 35 ans. Oui. Vous vous êtes disputé avec elle. Mais c'est pas nouveau, hein. C'est récurrent. C'est récurrent depuis son enfance. Disons qu'on a toujours eu des difficultés de caractère. Oui. Bon. Et puis, depuis qu'elle est adulte, maman, depuis qu'elle est maman, ça allait un peu mieux. Mais ça fait des années que je lutte pour ne pas me fâcher avec elle, parce que c'est ma fille et je voulais pas rompre le lien. Et puis oui. tout le monde me disait mais tu te laisses faire. Vraiment. Et finalement, là c'est arrivé. Enfin, je sais pas. C'est qui tout le monde? Qui vous? Tout le monde, mes amis, même son frère. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que elle est très agressive. Elle me parle mal. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que elle est dans sa vie extérieure ça s'est toujours bien passé à l'école, au lycée, ses études, tout. Elle est devenue infirmière, elle est courageuse. Mais par contre, avec moi, ça a toujours été le conflit, quoi. Et donc là, la semaine dernière, il y a eu un claque et puis j'ai décidé que stop parce que j'ai mal, quoi, parce que sans arrêt comme ça des conflits pour tout et rien, ça me fait mal. Et donc j'ai dit on va arrêter c'est plus la peine à chaque fois qu'il y a des soucis, c'est pour rien, pour des bêtises. Et alors la semaine dernière, que s'est-il passé? En fait, avec ma fille, c'est toujours tendu. Donc, oui, ça j'ai compris. J'ai compris que c'est une relation toujours très conflictuelle. Mais qu'est-ce qui fait que la semaine dernière, vous étiez plus fatiguée, vous? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là... Bon, c'est elle qui a des gros soucis de travail. Et en fait, elle travaillait pas de la semaine, elle travaillait que le vendredi. Donc, le mercredi, elle devait faire quelques courses avec sa fille. Donc, en l'occurrence, ma petite fille. Et donc, comme je travaille pas, je lui ai dit, est-ce que je peux venir t'accompagner, passer une journée ensemble? Non, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un derrière moi. Donc, Donc, j'ai rien dit, mais j'ai absolument rien dit. J'ai accusé le coup, mais j'ai pleuré toute la journée, quoi, parce que c'est sans arrêt qu'elle me rejette, qu'elle me dispute. Oui. Ça vous affecte à chaque fois. Vous aimeriez... Vous vous sentez rejeté, vous, à chaque fois par elle? Accepter quand je donne. C'est-à-dire que quand je donne,
de mon temps, parce qu'elle a besoin de moi pour la petite. Bon, moi, c'est un plaisir, hein, c'est pas le problème. Quand Oui. je donne de l'argent, au moment de la rentrée des classes, j'avais l'impression d'être un porte-monnaie, quoi. Mais il y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Mais ça a toujours été. Donc là, Et sur quoi vous agresse-t-elle, vous? mais surtout et n'importe quoi. Par exemple, bon, allez, un jour j'y suis allée, on se promenait avec ma petite fille, je lui ai fait toucher l'eau. Elle m'a dit mais tu te rends pas compte ce que tu fais, elle va se noyer, elle va tomber, alors que je lui donnais la main, enfin, mais tout. Oui, mais avec votre petite fille, elle rejoue des choses de je sais pas, des choses de son histoire à elle. Avec vous, enfant, déjà, ça commençait quand elle était enfant. Ah oui, Comment oui, ça oui. se passait enfant avec elle? C'était horrible. Hein. Elle a un frère, hein. Vous Oui, avez un elle a un fils frère. également. Oui, oui. Elle est l'aînée, elle est... Avec qui elle est fâchée d'ailleurs. D'accord. Elle est l'aînée, elle est... Oui, elle est l'aînée. Et ils ont combien de différence? Ils ont 20 mois. Oula, oui, c'est très proche. C'est très proche. Mais ils sont pas proches du tout. Oui, ça peut se comprendre, oui, étant donné le fait qu'ils soient si proches en âge. Comment ça a commencé au moment de la naissance de son frère et elle a été difficile avec vous? De toute façon, oui, on peut dire. Oui, on peut dire parce que en fait, c'était des comédies. Par exemple, il y avait des choses qu'elle savait faire toute seule, mais qu'elle ne faisait pas parce qu'il y avait son frère. Donc elle pleurait, me faisait et puis ça, enfin, je pense qu'elle a toujours été jalouse de toute façon. Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle vous fait payer quelque chose. Oui, voilà. Vous dites finalement qu'elle est quand c'est pour mettre la main au porte-monnaie, quand c'est pour vous, là ça va. Donc comme si ce qu'elle ne pense ne pas avoir eu affectivement, vous savez, on dit qu'on le compense par de l'argent. Ça ne compense jamais rien, l'argent. Mais ça ne compense pas le manque d'affection que l'on pense avoir eu. Je ne dis pas qu'elle en a manqué réellement. Non, mais elle peut avoir ce sentiment-là s'il y a eu de la jalousie. Et d'ailleurs, voyez, je relevais la réflexion de votre fils qui vous disait que vous laissiez trop faire. Donc on voit bien la rivalité qui continue à l'âge adulte, de son côté à lui aussi. Qui lui, en disant, bon, écoute, ça suffit, elle te malmène, réagit, bon. Hein, ça continue entre eux aussi. Ils s'entendent pas très bien aujourd'hui. Pas du tout, non, ils sont fâchés là. Ils sont fâchés. Et votre mari, comment il se positionne? Quelle relation elle a avec son père? Alors là, c'est... en fait, comme elle est, on va dire, elle est à 80 km de chez nous, mon mari... lui, du moment qu'il sait que sa fille travaille, qu'elle est en bonne santé, il ne demande pas de contact. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de conflit, puisque de toute façon, lui, il est toujours effacé. D'accord. Lui, c'est quelqu'un qui est d'accord avec moi sur mes problèmes, mais qui me dit toujours, mais n'y va pas, ne reviens pas vers elle, laisse-la. Mais moi, c'est plus fort que moi. À chaque fois, je cours parce que... Mais il est très effacé, mon. Il est... Pourquoi vous courez autant, justement? Parce que après elle, justement. Déjà, après elle... Je reprends votre expression. Oui, hein. En fait, parce que j'ai besoin, je suis une mère, j'ai besoin de son contact. Et puis j'ai ma petite fille. Qui a le plus besoin, alors, l'une de l'autre? C'est ça, dans cette relation? Parce qu'elle aussi, je pense. C'est ça, vous êtes dans quelque chose de... Elle aussi est en attente, paradoxalement. C'est pour ça qu'elle est aussi agressive. Si elle n'était pas autant en attente vis-à-vis de vous, elle ne serait pas autant dans l'agressivité. En attente de quoi? En attente de reconnaissance. Parce que, comme vous me dites, elle me fait payer quelque chose. Alors, je vais vous expliquer que il y a eu un moment, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle avait 10 ans. Je suis partie de la maison, mais très peu, pas beaucoup. Hein. Ça a duré 3 semaines. J'avais un problème de couple. Et
je me demande si c'est pas ça qui est resté en travers chez elle et qui me fait payer, je sais pas. Pourquoi vous en parlez? Vous en avez parlé Non, avec elle? non, Vous n'en avez jamais reparlé? Ah ben non, jamais. C'est plus votre mari qui pourrait vous en vouloir de ça. Bah oui, il m'en a voulu longtemps, mais maintenant Oui, c'est passé. ça on peut penser. Mais il y a prescription. Ah oui. Oui. Et donc votre fille avait 10 ans, votre fils, voilà, et votre fils, lui, ne vous en veut pas. Bah pas du tout. Pourquoi votre fille, elle vous en voudrait tant, selon vous? Ben ça parce que elle est comme son père, elle est très droite dans sa façon de vivre. Non. Mais on sent, oui, qu'il y a une culpabilité chez vous, terrible. Ah bon? Ben oui. Mais d'ailleurs, qui s'exprime là. Voyez, alors, de dire, bon, peut-être c'est lors de cet épisode où vous avez quitté la maison pendant 3 semaines. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si ça n'allait plus dans votre couple, Christine, vous aviez droit à un moment de vous éloigner. Bon, certes, pour vos enfants, c'était compliqué si vous ne leur aviez pas expliqué, parce que vous pouvez le vivre comme un abandon. Je ne sais pas ce que vous leur avez expliqué à ce moment-là. Rien. Oui. Parce qu'en quelque sorte, j'étais un peu en déprime, quoi. Puis j'avais pas le recul que j'ai maintenant. Maintenant, je m'y prendrais autrement, mais... Ça a duré longtemps, cette déprime? Oui. Oui. Plus ou moins, oui. Mais, et puis par exemple, oui. Par exemple, là, elle me dit... Donc en fait, bon, au téléphone... Au-dessus de ses cris, je lui ai dit que de toute façon, parce qu'elle crie au téléphone, c'est épouvantable, je lui ai dit que maintenant je voulais me protéger, que j'en avais marre des conflits, et que c'est bon, on arrêtait là pour l'instant, on arrêtait de se voir. Mais pour avoir le dernier mot, elle m'a écrit un mail, oui, parce qu'elle veut toujours avoir le dernier mot. Elle veut maintenir un lien surtout. Elle m'a écrit un mail en me disant que sa porte m'était définitivement fermée et que je verrais Lucie pardon, j'ai dit un nom, ça n'aurait pas dû, c'est pas grave. Je verrai la petite quand ils l'auront décidé. Oui, mais elle sait que là, elle peut vous atteindre et vous faire du mal. Exactement. Parce que finalement, c'est comme si, en lui disant que vous ne vouliez plus la voir, c'est vrai, vous avez raison, vous décidez, c'est comme si c'était vous qui aviez le dernier mot, là, face à quelque chose qui l'a fait souffrir, certainement. C'est une façon d'un peu moins souffrir, pense-t-elle, sur le moment, d'avoir le dernier mot, sous l'effet de la colère, de vous écrire un mail et de vous atteindre en retour en disant que vous ne verriez plus votre petite fille. Bon, mais parce que là, elle sait qu'elle peut vous atteindre de cette façon. Mais moi, ma question, c'est parce que je lui ai écrit, pourquoi tant de conflits, tant de méchanceté? C'est une vraie question. Pourquoi? Il y a certainement beaucoup de souffrances derrière, de malentendus qui se sont accumulés et qui ne peuvent, à mon avis, se résumer à un seul événement. Vous voyez, l'événement dont vous me parlez, ce moment où, lorsqu'elle avait 10 ans, vous avez quitté la maison, ne peut, à mon avis, je peux me tromper, expliquer à lui seul le comportement de votre fille aujourd'hui adulte. Mais si vous êtes parti, à ce moment-là, vous me dites c'est parce que vous étiez très déprimé. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une maman qui est déprimée, c'est compliqué aussi pour un enfant à vivre. Donc bon, et en même temps, vous n'y pouvez rien. En fait, déprimé, pas déprimé, parce que là j'ai appris déprimé, pas ça. Triste, je veux dire. Bah, quand on est déprimé, on n'est pas très gai, hein. J'étais pas, enfin, je sais pas comment. Ouais. Non, mais bon, il y a le fait que la relation difficile, elle a commencé au moment de la naissance du petit frère. Bon, ils ont 20 mois d'écart. Il y a eu une grande jalousie. Oui, ça, c'est compliqué, même si vous avez fait du mieux que vous avez pu pour éviter cette jalousie entre deux. Elle, à ce moment-là, a pu se sentir un peu délaissée.
un peu négligée et en éprouver beaucoup de ressentiments qu'elle a conservé. D'ailleurs, on voit que même dans sa vie d'adulte, elle est fâchée avec ce frère. Oui. Ils sont fâchés. Oui. Vous voyez, il y a quelque chose de cette rivalité de l'enfance qui perdure. Donc, il y a des choses comme ça, de ces conflits infantiles qui ne sont pas résolus. Et il y a en même temps beaucoup d'attentes, certainement par rapport à vous, je vous le disais, sinon elle n'aurait pas autant d'agressivité. C'est qu'elle attend beaucoup de vous. Mais j'ai l'impression de lui donner beaucoup pourtant. Alors aujourd'hui, ça certainement que vous donnez, et vous donnez aussi beaucoup à travers votre petite fille. Oui. Et ça doit être compliqué, et que là, elle intervient beaucoup. Oui. Hein, c'est dans ce que j'entends à demi-mot, oui, parce que à travers votre petite fille, il y a des choses qu'elle revit elle de sa propre enfance. Eh ben écoutez, Caroline, c'est complètement ça, parce que moi ma petite fille, je l'ai gardée souvent, longtemps pour les vacances, etc. Et on arrive à avoir une complicité, quelque chose de merveilleux. Et je me suis dit, en réfléchissant, est-elle pas jalouse de ça? C'est fort possible. Ah oui. Au lieu de... Alors, elle doit être ambivalente. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a des moments où elle doit être contente pour sa fille et vous de cette complicité que vous avez créée. Et puis, à d'autres moments, ça doit la renvoyer au fait que vous n'arrivez pas à avoir cette relation-là complice. Et comme vous souffrez de cette relation conflictuelle, dites-vous que votre fille en souffre aussi. Oui. Donc quand elle voit cette complicité qui existe entre vous et votre petite fille, il y a des moments où ça doit l'agresser. Et donc là, elle intervient et elle vous dit que vous ne devriez pas agir comme ça avec elle ou faire comme cela. Mais est-ce qu'elle s'en rend compte? Elle s'en rend pas compte. Il y a une partie consciente, et puis je pense qu'il y a toute une partie qui est inconsciente de ces blessures comme ça d'enfant, parce que si c'était pleinement conscient, elle pourrait prendre de la distance. Or là, on voit bien qu'il y a des moments où elle ne prend pas de distance. C'est la colère qui la submerge. Oui, voilà. Vous voyez, elle a pas de distance par rapport à ça. Parce que là, il s'est passé quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire que là, j'ai prévu une petite fête pour les 60 ans de mon mari, mais je l'ai pas consulté pour la date. Je lui ai dit, voilà, ça sera telle date. Manque de chance, comme elle est infirmière, elle travaille. Donc je lui ai dit, est-ce que tu pourrais pas t'arranger? Mais comme elle a des soucis au travail, elle m'a dit... Elle se sent exclue. Alors, c'est symbolique, parce que elle se sent, elle qui, certainement dans ce que vous me décrivez d'elle, elle peut se sentir, exclue. Elle n'a pas sa place. Mais c'est elle qui se fait... Certainement, je n'en doute pas. Elle vous demande, c'est compliqué parce qu'elle vous met dans une position impossible. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est très en attente vis-à-vis de vous, et puis elle n'arrête pas de vous agresser. Donc elle vous met dans une position très très compliquée. Alors moi je sais pas quelle position avoir. Je sais pas. Alors parce que à un moment donné, crois qu'il faut quand même que vous restiez, contrairement à ce que tout le monde, je reprends l'expression, vous dit, très bienveillante vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Bah oui, mais là j'ai craqué. Maintenant... Ça peut arriver de craquer. C'est pas, ça peut arriver. Ah oui, vous croyez elle vous met, elle sait très bien vous pousser à bout. Hein. C'est même étonnant que vous n'ayez pas craqué plus tôt. Parce que elle peut choquer, parce que... Oui, je n'en doute pas. Elle me parle mal. Oui. Donc, il y a des gens qui l'écoutent, mais là, Non, mais ça, vous n'avez pas accepté qu'elle vous parle mal. Bah, je sais. C'est-à-dire, en revanche, vous, il faut que vous gardiez votre calme. Oui. Mais c'est vrai que vous n'avez pas accepté qu'elle vous parle mal, et les choses doivent pouvoir se dire, mais avec quand même du respect. Oui, bah là, alors même si derrière tout ça, il y a beaucoup de colère, derrière cette colère, il y a de la souffrance. Quand il y a de la colère comme ça, il y a de la souffrance. Pour autant, aujourd'hui, votre fille est adulte, et elle doit quand même... vous ne devez pas accepter qu'elle vous parle mal.
Donc là, je suis d'accord, je rejoins les personnes qui vous disent que vous ne devez pas tout accepter. Pour autant, vous devez quand même rester, vous êtes sa mère et rester bienveillante et maternelle avec elle, parce que sinon, ça va la conforter dans l'idée que oui, elle est rejetée, oui, elle n'est pas aimée, oui, elle est, vous voyez, ça va renforcer un peu ces vieux démons. Mais je pense que si vous le pouviez, ça serait important de dire, quand vous disiez d'une façon comme ça, pourquoi au fond tant de colère, tant de ressentiment, dire, ça serait important qu'on d'arriver à en parler avec elle. Je ne suis pas sûre. Voilà, je ne suis pas sûre que vous y arriviez parce que je crains qu'elle soit bloquée, qu'il y a des choses qui restent assez inconscientes et que vous ayez du mal à. Parce que je lui ai déjà demandé, j'ai dit, écoute, on peut se calmer, on est adulte, on se calme et on discute. Si tu as des choses à me dire, on peut discuter tranquillement. J'ai rien à te dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, mais c'est dur, hein. Donc là, peut-être après cet échange que vous avez eu là, en disant que vous faisiez une pause et les fêtes arrivant, ça peut être l'occasion quand même. Non, elle m'a écrit que de toute façon, elle serait pas là pour Noël. Bon, ça peut être l'occasion. Ce n'était pas prévu que vous passiez Noël ensemble ? On savait pas trop, mais on aurait pu. C'était pas sûr encore par rapport à ses horaires, mais bon, elle se serait arrangée pour que la petite vienne chercher ses cadeaux, quoi. Mais je crois que là, si vous, en reprenant contact avec elle, et c'est pas par rapport à votre petite fille qu'il faut reprendre contact, parce que sinon elle va avoir le sentiment que vous ne revenez pas vers elle pour elle, mais pour votre petite fille. Mais Caroline, elle m'a dit qu'elle me répondrait plus au téléphone. Elle m'a dit que. Mais je pense que ça serait mieux de faire un petit mot. Que le téléphone, parce que après vous verrez, mais le téléphone c'est peut-être d'abord là sur le coup de la colère, elle risque de ne pas vous répondre, de laisser alors rien ne vous empêche de laisser un petit message sur un répondeur, mais c'est limité le temps du message sur répondeur, de lui mettre un petit mot. Il s'agit pas de lui faire une lettre de 10 pages, mais un petit mot assez court, bienveillant, chaleureux, tendre, et en disant que vous êtes avec vos mots, mais que vous êtes triste quand même de ce qui se passe et que c'est que vous regrettez ce qui s'est passé il ne s'agit pas de faire un mea culpa non plus, mais que vous êtes triste de ce qui mais que vous êtes triste de cet échange comme ça vif qui a eu lieu entre vous et que vous aimeriez qu'il y a, semble-t-il, beaucoup de malentendus et qu'un jour vous aimeriez pouvoir peut-être en parler avec elle et dire, lui laisser entendre d'une façon ou d'une autre qu'elle est importante pour vous. Mais je pense qu'elle le sait, mais... Oui, mais ça va mieux en le disant. Il y a Daniel, d'ailleurs, qui envoie un petit SMS en disant « Pourquoi est-elle devenue infirmière ?» C'est vrai que c'est intéressant. Ça, depuis qu'elle était en 4e, elle a dit je vais être infirmière. Mais au sein de son travail, je pense qu'elle est... je pense qu'elle fait correctement son travail, mais par contre... elle a quand même des soucis relationnels. Oui, mais c'est pas incompatible. Mais je crois, moi, je pense. Mais comment je peux? Parce que ça s'est déjà arrivé qu'on se, pas qu'on se dise on se parle plus. C'est la première fois. Mais qu'on se fâche et puis j'attends. Je suis toujours en attente d'un coup de téléphone. Et puis ça va bien, un mois. 15 jours, un mois, et hop, c'est reparti. Elle m'agresse de nouveau. Je peux plus, quoi. Je sais pas comment. Je souffre et en plus... Parce que vous avez une relation extrêmement fusionnelle, mais fusionnelle dans le conflit. C'est-à-dire qu'elle est très en attente
Et elle ne sait pas l'exprimer. Exactement. Elle ne sait pas comment l'exprimer autrement qu'en étant agressive. Et donc, elle a besoin, finalement, elle aurait besoin d'être rassurée. Donc, c'est pour ça que si vous la rejetez, si vous la rejetez, ça va la conforter dans l'idée qu'elle n'est pas aimée. Je pense qu'elle a vraiment une grande insécurité en elle. Mais oui, certainement. De toute façon, je pense que oui, effectivement, c'est qu'elle se sent pas bien pour agir de la sorte, oui. Elle n'est forcément, elle ne se sent pas bien. Mais par rapport à moi, Mais peut-être vous, dans la mesure où vous aussi cette relation vous fait souffrir, vous pourriez peut-être aller voir quelqu'un, un thérapeute, avoir quelques séances pour parler de cette relation, pour voir comment un peu aborder la relation avec votre fille. Vous voyez, parce que le fait de parler soit d'une relation qui pose problème, ça ne change pas, on ne change pas les autres. Non. Mais en revanche, travailler soit pour une relation qui pose problème, je vous assure que ça l'améliore considérablement. On le voit au sein d'une famille. On fait une démarche parfois pour soi et ça aide finalement les autres, les membres de sa famille. Ouais. Donc rien ne vous empêche d'avoir quelques séances peut-être avec un thérapeute pour réfléchir un petit peu plus en profondeur sur la nature de ce lien et voir comment vous pourriez un peu vous situer par rapport à votre fille, prendre un peu de recul, prendre un peu de distance, peut-être moins courir aussi après elle, voyez, être moins dans la culpabilité. C'est-à-dire que... Et je pense que ça jouerait aussi sur la nature de votre lien. Oui, c'est-à-dire que oui, c'est moi qui demande toujours, parce que en fait, j'attends pas qu'elle me demande de venir, c'est moi qui demande. Parce que, en fait, elle me demande pas en ce moment. Mais peut-être qu'il y a des moments où il faudrait la laisser. Oui, c'est ça. Aussi. Ce qui ne veut pas dire la rejeter, mais il y a des moments où il faudrait peut-être la laisser un petit peu. Oui. Qu'elle a besoin de ce temps aussi. Pas après une dispute, hein. Non, pas après une dispute. Mais quand il y a des moments où elle est, elle, un peu moins en demande, c'est-à-dire l'accepter et voir pourquoi vous ne le supportez pas, ça. Qu'est-ce qui vous angoisse? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Une mère un peu possessive et puis... Et oui, et c'est là où vous êtes vous-même très ambivalente, parce que en même temps, quand vous voyez, eh bien, elle vous agresse, et en même temps, quand vous ne la voyez pas, je suis en attente. Vous êtes en attente et vous êtes angoissée. Donc, voilà. vous voyez, c'est compliqué. Donc, je pense que si vous travaillez un petit peu sur la nature de votre lien, ça vous aiderait, vous, à prendre un peu de distance, mais de distance dans le bon sens du terme, à être un peu plus sereine par rapport à votre relation. Et votre fille, y trouverait certainement aussi, vous sentirez moins angoissée. Et si elle vous sent moins angoissée, ça se traduirait certainement par moins de nervosité dans votre relation. Je pense. Hein. Oui. Mais voilà. Mais enfin, il y a quand même aussi. Je comprends pas pourquoi elle est si méchante comme ça. Ah, mais vous savez, ça, méchante, je sais pas bien ce que ça veut dire. Hein. Souvent, c'est quand on est malheureux derrière. Ah oui. Oui. Derrière ça. Oui. Ouais. Voilà, Christine. Bon, merci Caroline. Je vous en prie. Bon courage et bon Noël quand même. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir Stéphanie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi je vous appelle parce que j'ai des doutes, je suis pas bien, excusez-moi, je suis un peu émue. En fait, c'est ma compagne qui a des doutes sur ses sentiments.
Elle dit qu'elle sait plus où on est, mais en même temps, elle dit qu'elle tient à moi. Et je pense qu'elle est complètement perdue en ce moment, parce qu'elle est en post-cure, en fait, pour l'alcool. Ah oui, mais ça, ça explique peut-être un peu cela hein, aussi. C'est compliqué dans un suivi de post-cure. Elle a à se recentrer sur pas mal de choses et elle doit prendre soin d'elle en premier lieu. Donc c'est pas, elle doit s'occuper d'elle avant tout là. Ouais, je comprends tout ça. C'est compliqué c'est dur pour vous, mais pourquoi Mais en même temps, elle me dit quand elle m'appelle mon amour. Enfin, elle a toujours, puis elle a toujours ce regard sur moi. Enfin... Oui, mais là, Stéphanie, pour le moment, il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elle vous dit, hein, votre compagne. D'accord. C'est une période quand même assez particulière, hein, où elle est dans une période de transition, une période assez vulnérable. Donc vous la voyez, vous l'avez uniquement au téléphone? Non, jusqu'à présent, j'allais la voir, j'essayais de la voir une fois par semaine, parce qu'elle est pas du tout à côté, elle est dans une autre ville que la nôtre. Oui. Et donc j'essayais de la voir une fois par semaine, et puis là, ces derniers temps, elle me disait que je lui manquais pas la semaine. Oui. Elle aimerait bien de ne plus que je vienne plus la voir. Oui, mais elle est dans une bulle, hein, dans un lieu un peu préservé. C'est évidemment assez anxiogène pour elle, mais pour vous, pardon, mais pour elle c'est bon signe, c'est qu'elle se sent bien dans cet endroit. Ah, elle se sent même très très bien même. Bon, ça veut dire que alors je vais essayer. J'entends ce que vous me dites. Vous, l'important quand vous l'avez rencontrée, elle s'alcoolisait? Pas au début pas trop. Il y a combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans le 4 février. 4 ans. Bon, donc au début pas trop. Oui. Bon, et puis après c'est allé en empirant. Ouais, voilà, elle a déjà fait une post-cure l'année dernière. D'accord. Elle est restée 1 an abstinente. D'accord. Ça se passait très bien, même entre nous. Hein. C'était revenu bien, quoi. Et voilà, et moi, j'ai toujours aussi soutenu là-dessus. Bon. Bon, ce que vous souhaitez quand même, j'imagine, c'est qu'elle puisse se sortir de l'alcool. Ah, mais complètement. Complètement. Je ferai tout pour l'aider là-dessus, quoi. Bon. Alors, il faut accepter. C'est compliqué, mais à un moment, peut-être passer le relais, là, le temps de la post-cure à d'autres personnes. C'est-à-dire que quand elle vous dit qu'elle ne ressent pas le besoin de vous voir toutes les semaines, ça signifie, c'est plutôt très positif de son point de vue à elle, c'est qu'elle est dans un endroit où elle se sent bien, où elle se sent en sécurité et où elle est dans une bulle où elle est dans un espace préservé. D'accord. Donc elle a besoin de ce lieu-là pour se reconstruire. Et pour le moment, c'est sa priorité. Et peut-être son unique priorité. Oui, mais c'est pas peut-être, c'est ça. En fait. Oui. Mais quand on va très mal, quand on a touché le fond, l'unique priorité peut passer par là. Parce qu'elle est extrêmement soutenue. Dans un foyer, dans un lieu de post-cure, il y a évidemment toute l'équipe soignante. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui sont dans la même situation. C'est ce qu'elle me dit. Des personnes abstinentes qui sont là, avec lesquelles elle peut communiquer, qui créent ce tissu affectif. Elle vous en parle? Oui, elle m'en parle. Et justement, quand elle est le week-end avec moi, il y a que ça qui compte, quoi. Oui, parce que pour le moment, elle se recrée un réseau, un tissu comme ça, amical, affectif, qui est un peu
artificielle, c'est un bien grand mot parce que ce n'est pas la vraie vie. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, elle va en sortir. Elle va pas toujours rester en post-cure. Mais pour le moment, elle a besoin de ça pour se reconstruire. C'est un moment de transition entre l'hospitalisation et le retour à la vie normale, entre guillemets. Alors, pour vous, c'est une période un peu délicate parce que vous avez l'impression de ne plus être dans sa vie. Tout à fait. Mais c'est aussi un passage, une étape nécessaire pour qu'elle se reconstruise. Ah, mais moi, ce que je trouve dur, oui. c'est que comment expliquer ça? C'est que j'ai l'impression qu'elle pense pas à ce qu'il y a à côté, quoi. C'est vrai. Vous avez raison. Non, elle est comme quelqu'un. Mais vous savez, de toute façon, Stéphanie, quand elle s'alcoolisait, vous pensez vraiment qu'elle pensait à vous? Quand elle était vraiment dans les périodes où elle s'alcoolisait? Quand elle était alcoolisée, elle était plus qu'amoureuse que jamais. Donc, Pardon? Vous êtes sûr de ça? Je pense que c'est vous qui étiez plus vraiment très lucide alors à ce moment-là. Non, je savais très bien qu'elle était sous l'influence de l'alcool et qu'elle n'était pas elle-même. Oui, je pense, ouais. Mais, ou alors c'est vous qui, vraiment, vous-même, vous manquiez cruellement de lucidité. Non, je savais très bien qu'elle n'était pas elle-même. Mais dans son comportement, je ressentais ça, quoi. De quoi? Qu'elle était très amoureuse de vous? Ouais, voilà, en étant alcoolisée, quoi. Bah oui, mais alors, donc vous pensez que si elle est plus alcoolisée, elle sera plus amoureuse de vous? Ouais. Ben oui, mais si elle ne peut être amoureuse de vous qu'en étant alcoolisée, ça pose problème, vous pensez pas? Je sais pas. Mais ça veut dire qu'en poussant plus loin, ça veut dire que en poussant plus loin, vous n'auriez pas intérêt à ce qu'elle sorte de l'alcoolisme. Ah mais si, justement, mais bien sûr que si. Non, mais la question que vous posez est intéressante parce que il peut parfois y avoir dans la relation de couple avec une personne qui s'alcoolise un cercle vicieux assez infernal et des bénéfices inconscients. Il peut y avoir une jouissance à dominer l'autre. Hein. Des relations de dépendance entre celui qui ne s'alcoolise pas et celui qui s'alcoolise. C'est vrai que moi je suis un peu perdue dans tout ça, quoi. Ben ça s'entend, oui. Ouais. Si vous pensiez, ça s'entend, quand vous dites que votre amie, elle était extrêmement amoureuse, mais quand elle s'alcoolisait, on peut comprendre aujourd'hui votre peur qu'elle ne le soit plus quand elle s'alcoolise plus. Mais je veux dire, dans ces cas-là, c'est pas être amoureux, elle était amoureuse de qui? Non, elle était dans une dépendance. C'est pas qu'elle était amoureuse. Ouais, mais je suis perdue parce que maintenant que vous me dites ça, je réfléchis et je me dis, mais même quand elle n'était pas sous l'influence de l'alcool, il y a peut-être 15 jours de ça, c'est pareil, elle était aussi amoureuse. Je pense à ça maintenant, quoi. Bon. Vous voyez, donc c'est plus votre peur à vous? Moi, c'est ma peur qu'elle ne m'aime plus, en fait, quoi. Mais oui, mais la priorité, bien sûr, je l'entends, votre peur, Stéphanie. Mais il y a ce risque à prendre. De toute façon, vous ne savez pas vraiment quelle va être votre relation parce que vous avez connu une personne qui était sous l'influence de l'alcool. Puisque c'est pour ça que comment? Je l'ai connue sans aussi, puisqu'elle était 1 an abstinente. Oui, mais quand vous l'avez connue, elle était déjà sous l'influence de l'alcool. Ouais, mais moins. Pour moi, c'était normal, comme tout jeune qui fait la fête, quoi. Enfin, ça a basculé. C'est compliqué. Hein. Vous semblez être un peu, oui, dans un déni. Je suis... Parce que si vous voulez, peut-être que là aussi, il y aura une mise à l'épreuve de voir quelle est la personne vraiment que vous allez avoir en face de vous et vous, comment cette relation va évoluer. Parce que c'est vrai que si votre ami, et ce qu'on ne peut que lui souhaiter, réussit cette fois-ci réellement
à sortir de l'alcoolisme, elle va être quelqu'un de différent, quelqu'un de plus autonome à tous les sens du terme. Ah oui, c'est vrai. Donc votre relation va s'en trouver changée aussi. Vous aurez affaire à quelqu'un d'autre. Que deviendra votre relation ? C'est vrai que c'est un point d'interrogation. Mais votre relation peut évoluer. Une relation, de toute façon, pour qu'elle reste vivante, elle doit évoluer. Ah, mais Donc pourquoi avez-vous tellement peur ? Votre amie, elle évolue, elle est là pour évoluer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, elle évolue pour se sortir d'une dépendance. Et vous avez peur qu'elle ne soit plus amoureuse de vous. Parce que là, elle vous dit que dans le foyer, dans la post-cure où elle est, elle se sent bien et qu'elle n'est pas dans le besoin de vous. Bon, parce que pour le moment, sa priorité, c'est de se soigner. Eh bien, oui, entendez-le comme sa priorité, c'est d'aller mieux. Et aller mieux, c'est finalement la meilleure façon de donner toutes les chances, peut-être, à votre relation. Si c'est pour revenir, sortir trop tôt, vous dire qu'elle vous aime, sortir trop tôt, et finalement replonger dans l'alcool, bah oui, alors peut-être qu'elle va vous dire qu'elle est très amoureuse de vous, mais à quel prix ? Si c'est pour être complètement alcoolisée, je vois pas l'issue et l'avenir de votre relation, hein. Mais je suis un peu perdue parce que Ça s'entend, oui. Elle dit qu'elle ne m'aime, qu'elle doute de ses sentiments, et à côté, elle me dit qu'elle tient toujours à moi. Oui, mais là, pardonnez-moi, Stéphanie, mais vous raisonnez vraiment par rapport à vous, hein. Là, oui, je sais. Bah oui, vous pensez pas tellement à elle, hein. Ouais. Mais elle pense pas à moi non plus à côté. Mais non, mais écoutez, elle pense à elle, elle pense à se soigner, c'est quand même sa priorité. Tout à fait. Et c'est là où quand même aimer l'autre, c'est aussi aimer l'autre. Elle est aux prises avec l'alcoolisme, elle doit s'en sortir. Et vous, c'est là où avez-vous envie qu'elle s'en sorte ? Ah mais oui, ça. Oui, c'est pas si clair que ça. Oui, moi j'ai vraiment envie qu'elle s'en sorte. Ce que je ne. Alors laissez-lui la possibilité de s'en sortir. D'accord. Et donnez-lui le temps qu'elle s'en sorte et ne l'assaillez pas de questions pour le moment. Donnez-lui le temps de se soigner. D'accord. Voilà. Et remettez vos interrogations à plus tard, parce que pour le moment, elle peut pas faire face à tout, à vos angoisses et à ce qu'elle doit prendre en charge pour le moment de son questionnement, de son évolution personnelle. D'accord. La priorité, c'est qu'elle aille mieux. C'est ma priorité aussi. Et ben alors, laissez-lui le temps de se soigner. D'accord. Au revoir, bonne soirée Stéphanie. Merci, au revoir. Au revoir. Je voulais juste faire un petit coucou. Je voulais faire un petit bonjour à Corinne et Séverine et à Myriam. Voilà. D'accord, c'est fait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Eddie Mitchell, Come Back. Et puis, Kiwi dit, mais si, Eddie, tu as fait beaucoup de bien avec tes magnifiques chansons. Et Sergio dit, chaque fois que j'entends Monsieur Eddie, j'ai une petite pensée pour mon papy Bougon préféré. On accueille maintenant Hélène, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir. Vous vouliez revenir sur le témoignage de Christine. Christine, donc, qui nous parlait de la relation très conflictuelle qu'elle avait avec sa fille, parce que vous vivez un peu la même chose avec votre fille qui a le même âge, d'ailleurs, que celle de Christine, c'est-à-dire 35 ans. Qui a le même âge. Sauf que je n'ai jamais rompu le lien. Là, j'y tiens absolument. Mais petit à petit, j'ai compris pourquoi. Bon, d'abord parce que je fais un travail sur moi-même et j'ai compris, bien que j'ai toujours su pourquoi elle se comportait comme ça. C'était une petite fille expiègle, drôle, intelligente et tout. Et puis son comportement a commencé de changer à peu près vers une vingtaine d'années. Alors, il faut dire que j'ai vécu pendant 3 ans toute seule avec elle. J'ai eu 7 enfants avec un monsieur qui était déjà marié. Mais quand j'ai connu celui qui est devenu mon mari, nous ne lui avons rien dit. Et je n'ai pas été capable de lui en parler parce que j'étais très mal de par mon passé, enfin toute mon histoire. Et j'ai vécu comme ça avec ce fardeau qui me rongeait. Et
Bon, j'ai fait une thérapie et petit à petit, je me suis dit, il va falloir en parler un jour ou l'autre. Et je lui ai annoncé ça il y a seulement 5 ans, alors qu'elle a 37 ans. Ah oui. Donc, elle avait un frère, une sœur. Elle a donc appris que son père n'était pas son père biologique, mais elle m'a dit qu'elle s'en doutait. Oui. Mais si vous voulez, elle est devenue petit à petit très agressive avec moi. Méchante, j'ose pas employer le mot parce que je crois qu'elle était tellement en souffrance, Oui. sous des apparences agressives et très brusques. Donc elle est devenue mais de plus en plus agressive avec moi, mais également avec ses frères, sœurs. Moins, mais quand même un peu, sauf avec ses amis. Et j'avoue que, bon, elle m'a fait pleurer, elle m'a dit des choses que je n'aurais jamais toléré de quelqu'un d'autre. Et puis, jusqu'à ce que je me suis dit, ça peut plus aller, moi je vais rompre, même s'il y avait mes petits-enfants, et on a toujours été tous fusionnels. Et je pense que justement, c'est parce qu'on est fusionnel que tout est fusionnel finalement, même dans l'autre sens. Et je fais donc un travail sur moi-même, j'en ai parlé, et petit à petit, le psychothérapeute m'a amené à réfléchir à ça et à me dire que c'était pas de l'agressivité gratuite. Et effectivement, je crois qu'elle est très mal, elle me fait payer le fait que j'ai divorcé il y a une dizaine d'années, elle me le reproche toujours, alors que d'un autre côté, elle me dit que finalement, elle est bien contente que son papa biologique qu'elle soit un enfant de l'amour. Elle en joue à la fois et elle me fait payer d'un autre côté. C'est très ambigu comme relation et j'avoue que je n'ai jamais rompu le lien. J'ai toujours essayé de ne jamais rompre. J'ai pris un petit peu du recul parce qu'on s'appelle 2 ou 3 fois par semaine, donc je suis restée un peu plus distante, un peu plus froide. Elle sait qu'elle m'a beaucoup fait pleurer parce qu'il m'arrivait d'éclater en sanglots au téléphone parce qu'elle est capable d'être très aimante un jour et le lendemain, paf, ça me tombe dessus, je m'y attendais pas. Et je suis sûre que petit à petit, cette relation, ça va s'atténuer, je sens que ça va aller en s'améliorant et qu'il y a beaucoup d'amour entre nous, mais vous êtes confiante. Pardon ? Vous êtes confiante. Tout à fait, oui. Parce que elle a des enfants qui sont très fusionnels avec moi. Et si je n'ai pas rompu, c'est aussi la peur de ne plus voir mes enfants parce que elle m'a déjà menacé une fois par rapport à ça. Vos petits-enfants, vous voulez dire ? Pardon, oui, mes petits-enfants, oui. Mais je suis très fusionnelle avec eux. Ça lui plaît beaucoup, mais d'un autre côté, c'est pareil. Par moment, j'ai l'impression qu'elle veut me dire, oui, mais avec moi... t'en faisais pas autant, quoi. Et c'est très compliqué, c'est très douloureux, mais je m'accroche. Oui, vous avez raison. Je vais aller jusqu'à vous dire que quand je vais chez elle, je suis obligée de prendre des anxiolytiques pour essayer de respirer, de ne pas être complètement stressée. Ah oui, à ce point-là, quand même. À ce point-là, oui. Je me souviens de Noël l'année dernière, j'ai cru que je faisais un malaise cardiaque et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse. J'étais chez elle, j'ai fait une crise d'angoisse. Et c'était très dur. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'amour et en même temps beaucoup de souffrance. Donc c'est pour ça que mais je suis persuadée qu'au fil du travail que je fais... ça va s'améliorer. Vous vous sentez plus forte, certainement. Parce que je me sens plus forte. Ça change rien, elle est toujours dure avec moi et tout, mais je me sens plus forte. Non, c'est vous qui serez plus à même d'aborder cette relation différemment. C'est à moi de le faire d'abord, je pense, parce qu'il y a eu plein de non-dits, j'ai encore plein de choses à lui dire. Je pensais qu'elle ne souhaitait pas les savoir, je me suis complètement trompée parce qu'elle essayait de se renseigner. Oui, qu'est-ce qui fait que vous n'arriviez pas à lui dire ? C'est ça, c'est plutôt... Oui, parce que comme vous dites, vous pensiez qu'elle ne souhaitait pas le savoir, alors qu'en fait, c'est vous qui ne parveniez pas à le dire. Tout à fait. Mais même quand je lui ai dit, elle a pris un petit peu à la légère. Elle m'a dit, oh, mais tu sais, je me doutais bien, j'avais fouillé dans tous les papiers. Quand je trouvais des photos d'hommes, je me disais, oh, c'est peut-être celui-là. Mais on n'en parlait pas, elle ne me l'avait pas dit. Et quand elle l'a su, j'essayais d'en parler. Elle m'a dit, ouais, il est décédé d'ailleurs. Elle m'a répondu, heureusement pour lui. Mais... j'ai appris après qu'en catimini, elle s'était renseignée à droite, à gauche, alors que moi, elle ne me demandait rien.
Et finalement, je me suis renseignée un petit peu là et j'ai effectivement appris auprès de sa sœur, auprès d'amis, qu'elle avait posé des questions encore très récemment. Donc je me suis dit, mais finalement, c'est à moi d'essayer de... Elle n'a pas de photo de son père, d'essayer Oui, de c'était lui vraiment en à vous. parler. C'était vraiment à vous de lui en parler. Oui, tout à fait. C'était important. Tout à fait. Et en même temps, on comprend qu'il y ait cette agressivité, cette demande, qu'il y avait beaucoup de demandes derrière. Oui, Mais je vous remercie parce que je pense que votre témoignage pourra aider beaucoup Christine Constanté à se désemparer. Nous aurons d'ailleurs un peu plus tard dans la deuxième heure le témoignage aussi d'Aurélie qui elle est dans le rôle de la fille. Oui. Donc ça sera intéressant aussi d'entendre le rôle d'un témoignage de fille dans ces relations comme ça, mère-fille, un peu douloureuses. Merci beaucoup Hélène de votre témoignage. Au revoir, bonne nuit. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 et vous pouvez également nous joindre par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Vous avez les courriels à votre disposition, europe1.fr. Et tout de suite, c'est Rebecca qui est avec nous. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je me permets de vous appeler. Je vous écoute très souvent. Mais comment dirais-je ? Je pensais ne jamais avoir besoin de vous que au-delà de vous écouter et de prendre les témoignages de tout le monde. Mais oui. Je suis morte de trouille. Je suis, comment vous dire, je suis, j'ai 34 ans. Oui. J'ai perdu mon papa il y a 5 ans, en 2006. Oui. Je viens de perdre ma maman. J'ai un petit frère qui a 26 ans. Et là, je suis en pleine succession. Maman est partie fin septembre dans des conditions épouvantables, à savoir que a priori c'est un médicament qui aurait empoisonné, donc je suis en pleine démarche au-delà du reste. C'est épouvantable. Mais en fait, j'ai appelé j'ai demandé le prénom de votre petite dame au standard qui est absolument adorable et je m'en souviens plus. Vous avez eu soit Julie, soit Siba. Siba, énorme, génial, absolument incroyable. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage parce que vraiment elle est formidable. Oui. Et donc comment dirais-je, demain, donc maman est décédée fin septembre. Oui. Je suis en pleine procédure de succession, au-delà du chagrin que je peux pas vivre complètement. Oui. Donc là c'est notaire. Il y a un bien en Ile-de-France, il y a un bien en Bretagne. Ma grand-mère a l'usufruit d'un bien de maman. Enfin bon, c'est tout un pataquès. Il y a la voiture, le truc, le machin. Moi, je suis libérale, donc s'il y a des libéraux qui m'entendent, ils savent que c'est pas du tout les papiers qui sont, c'est pas du tout notre fort. Et donc là, je suis plongée dans un truc de dingue. Je suis toute seule. J'ai un petit frère, mais je suis toute seule à gérer tout ça. Donc la semaine dernière, j'ai eu rendez-vous notaire avec 2 témoins pour prouver par A plus B que mon frère et moi sommes les 2 témoins, les 2 héritiers, de papa et maman. Mon frère n'était pas là. Pourquoi n'est-il pas venu ? Parce qu'il bossait. Donc c'est facile. Mais oui, mais enfin vous aussi ? Oui, on est d'accord. Bien sûr. Depuis, il paraît qu'il a perdu son boulot, donc il sera là demain. Génial. Parce que demain, il y a notaire et commissaire-priseur pour l'inventaire du mobilier en région parisienne, le coffre, la cave, le truc, le machin, c'est épouvantable. Donc là, il sera là parce qu'il n'a plus de boulot. Et vous n'êtes pas proches l'un de l'autre ? On était super proches. À savoir qu'on a 8 ans d'écart.
Et que quand vous dites on était, c'est-à-dire depuis quand alors vous êtes-vous éloigné? C'est-à-dire que là, honnêtement, là, depuis maman, je me rends compte que non. Je me rends compte que non. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes seule à faire toutes ces démarches? C'est vous qui portez tout? Voilà, c'est moi qui fais toutes les démarches. Mais à la limite, j'ai encore ma grand-mère maternelle, là, elle vient de faire sa deuxième fille. Elle me dit, mais fais-toi aider par ton frère et tout ça. Mais j'ai dit, mamie, aidant s'ils sont pas prêts, moi je préfère faire, coacher par le notaire, à 1+1, c'est plus facile. Et puis si c'est pour passer derrière, c'est pas la peine. Donc bon, ça c'est comme ça, il me propose pas non plus, donc voilà. Maintenant, effectivement, je suis passée, parce que justement il fallait d'autres papiers pour le notaire, je suis passée chez maman, et il y avait déjà des trucs qui étaient partis. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient venus voler maman, quoi. Mais qui? C'était mon frère. C'était mon frère. Il avait pris le frigo, le lave-linge, le sèche-linge, la télé de la chambre de maman, alors que la dernière nuit, c'est moi qui l'ai quasiment couché et qui ai réglé sa télé sur la bonne chaîne, et son imprimant, enfin des conneries, quoi. Des conneries. Mais vous lui en avez parlé? Il m'en a pas parlé, lui. Et vous ne lui en avez pas parlé? Moi, je lui en ai parlé après, parce que quand j'ai vu ça, j'ai appelé tout de suite la notaire en pleurant, en disant au secours, parce qu'en fait, moi, l'inventaire, il est prévu demain. Oui. Et en fait, j'avais qu'une trouille, c'est que le commissaire-priseur refuse de faire la prisée. S'il n'y a pas, parce qu'il peut faire une prisée, mais s'il n'y a pas de frigo, les trucs de base, quoi, il peut dire, non, moi je fais pas. S'il y a un inventaire à faire et qu'il n'y a pas les trucs de base, c'est pas possible. Donc mon frère a renvoyé les photos à la notaire en disant, voilà, j'ai pris un frigo telle marque, un truc telle marque, un truc telle marque. Mais là ce soir, je suis libérale, donc je suis sortie tard. Je devais passer chez maman pour voir l'état des lieux avant demain. Je n'ai même pas eu le courage. Il m'a laissé dans un état. Je sais même pas s'il a passé un coup de balai, mais c'est épouvantable. La honte. Et on a l'impression qu'il y a des gens qui sont venus la voler. Alors, c'est pas donc des gens, c'est votre frère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez en parler avec lui? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à en parler avec lui? Il n'y a rien. Alors, parce que je vous sens extrêmement stressée, on le serait à moins. Alors, qu'est-ce qui vous angoisse pour demain? J'ai peur c'est vrai que c'est une journée qui est pénible, parce que c'est faire l'inventaire, c'est toujours très pénible. Oui, mais au-delà de ça, les parents avaient une maison en Bretagne, vider sa chambre, planter les fleurs des obsèques dans le jardin, faire l'estimation du notaire. Je l'ai fait tout seul. Il n'était pas là. Jamais. Donc là, effectivement, pour prendre le frigo, la télé, le truc machin, il est là, quoi. Sans me Vous dire. lui en voulez? Vous êtes en colère? Mais je lui en veux. Je lui en veux de pas me tenir au courant, déjà, que je n'arrive pas, si vous voulez, chez maman pour prendre des courriers du notaire et voir qu'il y a la moitié qui a disparu, quoi. Mais il faut lui dire. Mais il s'en fout. Il me fait culpabiliser pour 2 lampes. Il me dit, mais maman, on n'aurait pas aimé qu'on se chamaille pour 2 lampes. Je dis, mais Nico, on avait dit que tout ce qui était en double et qui ne se ressemblait pas, on se partagerait et on mettrait ça Parce que chacun a ses souvenirs. On a 8 ans d'écart, chacun a ses souvenirs. Donc là, il y avait notamment, il me donne ça comme exemple, mais il y avait notamment deux lampes en pierre qui n'avaient rien d'associé. On ne pouvait pas les mettre en tête de lit, ni rien, rien à voir. Et tout ce qui était en double comme ça, c'était chacun pour soi, quoi. Et non, il prend tout. Il prend tout, et moi il me laisse arriver dans une maison qui est complètement dilapidée. Maman, elle a eu une vie un peu galère, et elle a économisé pendant 20 mois pour se payer une collection de livres de cuisine. C'est super con parce qu'elle en avait plein par sa mère, sa grand-mère, son truc, son machin. Mais ça lui faisait plaisir d'avoir un truc tout neuf, machin. Et elle voulait l'emmener en Bretagne à chaque fois qu'elle partait en Bretagne, vous voyez. Bon. Et je dis, mais tu vas pas prendre une valise pour prendre tes bouquins en Bretagne. Quand on viendra, si tu me dis tu veux le fromage, les viandes, le poisson, je viendrai avec. Et puis là, ça a disparu.
Et je dis à mon frère, mais maman hésitait à les mettre en Bretagne, ce qui serait bien, parce que l'objectif c'était qu'on garde la maison de Bretagne à 2, éventuellement. Ce qui serait bien, c'est que éventuellement on mette les livres de cuisine en Bretagne. Et il me répond, ah ben non, je pense réellement que ce serait mieux, ce serait plus utile chez nous. On fera des petits plats en mémoire de maman. Chez nous, mais c'est où chez vous? Ah ben c'est chez eux. C'est lui et sa compagne. Oui, mais il n'a pas à faire ça sans vous demander. Parce que tout ce qui appartient à votre mère, ça doit être parlé à deux. Il prend acte, soi-disant, d'un texto que je lui ai envoyé en disant on se débrouillera pour les petites choses, on se débrouillera. Moi, de vive voix, et donc lui, il prend acte de ça. Et non, mais on sent, je comprends. Rebecca, écoutez-moi. À savoir que on en parlera. Rebecca, je comprends votre émotion. Le dialogue est complètement rompu, quoi. Rebecca, je comprends votre émotion. En fait, je pense que demain, il y a l'inventaire et il va me choper après. Mais surtout, vous n'allez pas, vous n'entendez pas. Énergie-là. Ouais. Je fais les choses les uns après. Ah oui, alors. Bon, Rebecca, vous m'entendez ou pas? Je suis malade. J'ai un cancer. Donc j'ai un petit garçon de 7 ans. J'ai un petit peu d'autres choses à penser, quoi. Et lui, il est dans le matérialisme. J'ai presque envie de lui dire, mais tu prends tout à la limite qu'on en finisse. Mais c'est moi qui vais me taper tout le boulot, quoi. Alors, Rebecca, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que vous m'entendez? J'ai peur. Rebecca, vous m'entendez ou pas? Rebecca, est-ce que vous m'entendez? Je sais plus. Je sais pas si on a un problème de liaison ou pas. Je l'ai trop coupé. Bien sûr. Maman a été malheureuse. Rebecca, attendez, est-ce que vous m'entendez? Fifi, est-ce qu'il y a un souci de liaison ou pas? Non. Bon, il y a pas. On a un problème de liaison avec Rebecca qui apparemment ne nous entend pas. On va passer un petit peu de musique et on va essayer de la rappeler. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Rebecca avait manifestement un problème de retour sur sa ligne. Denise nous envoie un petit message au 7 39 21 en disant « J'ai connu le même problème que Rebecca à tel point que j'ai dû demander le partage judiciaire. Mes sœurs étaient surprises, mais au moins tout est net. Je pense qu'il est important que Rebecca demain en parle vraiment à son frère avec le notaire et en disant que tout soit clairement dit, parce qu'au-delà de l'aspect matériel, il y a l'aspect affectif et ça serait dommage, étant donné que la relation est bonne entre eux, que ça se dégrade autour du partage des biens, mais derrière ces biens, il y a une notion affective. On sentait beaucoup d'angoisse aussi, bien sûr, chez Rebecca à l'idée de cette journée, enfin tout à l'heure, qui s'annonce très chargée émotionnellement. En plus, Rebecca nous disait qu'elle était malade et son énergie, elle n'a pas à la mettre dans tout ça, elle a à la mettre à se soigner. Donc, il faut que les choses soient bien claires et que tout ce qui a appartenu à la mère, ça doit être décidé et partagé pour qu'il n'y ait pas un sentiment d'injustice. Donc c'est ce que dit Nicole d'ailleurs, qui a appelé aussi le 39-21 en disant « J'ai bien ressenti l'angoisse de Rebecca. Dans toutes les familles, il y a des problèmes de succession et il ne faut surtout pas se rendre malade avec ça. » Mais là aussi, on parlait tout à l'heure avec Christine des problèmes de rivalité dans les fratries et elles ressurgissent particulièrement au moment des problèmes de succession. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, vous êtes retrouvée dans le témoignage de Christine qui nous parlait de sa relation extrêmement conflictuelle avec sa fille, parce que vous étiez un peu du côté de la fille. Vous avez 29 ans. Oui. Et c'est intéressant d'avoir un point de vue de fille. Oui, j'ai l'impression d'être un peu... après, c'est pas exactement la même histoire, parce que voilà, chacun son histoire. Oh, je vous entends mal, Aurélie.
Excusez-moi, je parlais peut-être pas exactement dans le combiné. Ah ben là, on vous entend nettement mieux, oui. D'accord, je me suis redressée. Et oui, c'est pas exactement la même histoire, mais je me suis reconnue dans le sens où on a toujours eu une relation. Il va falloir vous redresser un petit peu parce que pour que ça passe bien à la radio, il faut vraiment que vous parliez bien dans le combiné, qu'on vous entende. Excusez-moi, là c'est bon ? Voilà, quand vous parlez bien dans le combiné, on vous entend bien. Désolée. Oui, je disais dans le sens où la relation aussi est et a toujours été plutôt assez conflictuelle. Plus j'ai avancé en âge, je pense, j'ai l'impression, ou plus j'ai essayé de me détacher de cette relation dans un sens, ou prendre un peu ma vie d'adulte entre guillemets en main. Plus les conflits ont peut-être surgi et je me suis rendu compte, enfin je pense, en me penchant sur mon histoire, que j'ai toujours, ce qui rejaillit un peu à l'heure actuelle, que j'ai toujours ressenti qu'il y avait justement ce besoin de reconnaissance de ma part, et que c'était peut-être aussi pour ça que qu'on était facilement dans une relation conflictuelle. Parce que peut-être qu'elle ne voit pas. Et dans le sens où... Et ce besoin de reconnaissance, il est lié à quoi selon vous, pour vous, par rapport à votre histoire ? Pourquoi en avez-vous manqué ? Parce que j'ai toujours eu l'impression que quoi que je fasse, c'était jamais assez bien, à ses yeux. Et que du coup... j'ai facilement été dans l'échec, dans ce que je faisais. Et j'ai l'impression que ça avait une relation de cause à conséquence, entre guillemets. Et que souvent, elle me faisait ressentir qu'elle n'avait pas confiance en moi. Mais depuis, entre guillemets, depuis que je suis petite. Alors après, peut-être que je lui ai donné raison étant plus vieille. Mais c'est quelque chose que j'ai l'impression qui a toujours été là, quelque part. Après, il faut savoir que je suis pas fille unique, mais j'ai eu une sœur à l'âge de 15 ans, quasiment. Donc j'ai vécu une première partie de mon enfance et mon adolescence en étant fille unique. Oui, oui. Et c'était du coup une maman qui était très pesante et présente, peut-être. Très sur moi, à décider beaucoup de choses à ma place. Et je crois que j'ai jamais réussi à le dire réellement, mais que ça m'a pesé et que ça a été dur après de m'en détacher quelque part, et qu'en même temps, j'ai quand même ce besoin-là. Enfin, je sais pas comment dire, un peu dans l'ambivalence quand même. Et c'est là où je pense, j'en sais rien de l'histoire de cette autre personne avec la maman qui racontait l'histoire de sa fille, mais elle est certainement dans la Valence pour une raison aussi, quoi. Besoin de reconnaissance, en même temps difficile de dire les choses. Et c'est-à-dire que vous aviez cette tendance à être agressive aussi vis-à-vis de votre mère ? Étant plus pas dans l'enfance, justement dans l'enfance. Non, maintenant adulte. Oui, je pense. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois vous, tout en reconnaissant le paradoxe de la situation, vous aimeriez au fond qu'elle soit plus présente, qu'elle vous encourage, qu'elle vous et puis mais en même temps c'est pas en l'agressant qu'elle va le faire. Non, mais parce que je crois que c'est difficile de dire ça. Je crois que je lui en veux de pas l'avoir fait à des moments où j'en aurais eu besoin. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous avais déjà appelé il y a quelques temps parce que je suis à un moment dans ma vie où je me pose des questions et puis que je me sentais un peu seule par rapport à différentes choses. J'avais accumulé quelques échecs ces derniers temps et tout. Et en me revenant sur mon histoire, je pense que je lui en veux à des moments où elle l'a pas ressenti comme le fait que j'en avais besoin. Mais j'en aurais eu besoin d'être encouragée ou d'être rassurée et elle m'a
plus peut-être culpabiliser plutôt que me rassurer. Je sais pas comment. Et ce sentiment d'insécurité que vous disiez que cette fille devait avoir, moi c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti en fait. Et alors des fois j'ai essayé de me détacher de cette relation, mais j'y revenais quand même parce que peut-être en essayant de me dire je vais retrouver à un moment donné je vais le trouver cette sécurité, je crois, mais que ça n'a jamais été le cas parce que aujourd'hui elle m'en veut de pas être la fille qu'elle aurait aimé que. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous pensez qu'elle vous en veut, mais peut-être pas forcément. Si, je pense quand même, parce qu'elle me l'a déjà dit quand même, quelque part. À ma place, elle n'aurait pas fait les mêmes choix, que j'ai pas réussi certaines choses. Donc elle m'en veut. Donc ça ne fait que renforcer, vous, votre agressivité. Ça a fait que renforcer le fait que quelque part, moi, je lui en veux de... Oui, donc vous n'arrêtez pas de vous en vouloir mutuellement. Voilà, alors qu'en même temps, je pense qu'il y a de l'amour quand même, qu'il y a quand même... sinon, le lien aurait été coupé. Mais que... Et je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que quelque part, ça m'empêche d'avancer aussi. Vous voyez, dans le sens où le fait qu'elle me conforte dans le fait que... du coup, elle me laisse dans une position de la petite fille en qui elle n'a pas confiance. Et ce qui fait que moi, j'ai peut-être du mal à me faire vraiment confiance dans ma vie d'adulte. Ouais. Parce que... Mais je crois qu'il faut vraiment travailler vous sur vous et sur... c'est-à-dire ne pas attendre aujourd'hui que vous êtes adulte de votre mère, cette sécurité intérieure, que votre mère vous donne confiance en vous et travailler vous sur cette estime de vous-même, cette confiance en vous, parce que sinon vous allez toujours rester cette petite fille qui attend de sa maman qu'elle la console, qu'elle la rassure, et c'est un peu dommage parce que vous restez dans de l'incompréhension, dans de l'amertume, voyez, et votre mère, elle c'est un peu compliqué pour elle parce qu'aujourd'hui vous êtes une grande fille de bientôt 30 ans et donc elle peut pas avoir ce comportement vis-à-vis de vous. Vous pouvez pas lui demander ce qu'elle est pas à même de vous donner. C'est ce qu'il faut peut-être entendre. D'accord. Donc plus travailler sur ce qui... C'est pas parce qu'elle me l'a pas donné étant plus jeune qu'elle me le donnera maintenant. Non, je pense pas. Ça veut pas dire que votre relation ne peut pas... Pas forcément, ça veut dire que vous pouvez, être plus confiante. Vous pouvez... améliorer votre relation, vous pouvez vous faire davantage confiance et vous pouvez, plutôt que de rester toujours dans une position d'enfant vis-à-vis de votre mère. Aujourd'hui, mais pour faire ça, si vous voulez, c'est là où le travail sur soi, la thérapie aide. Parce que ça aide. J'ai essayé de le faire, mais ça toujours... Je pense que... j'ai essayé de le faire, de m'en détacher peut-être dans des moments où j'étais dans une relation de couple qui me sécurisait, mais quand cette relation s'est arrêtée parce que j'ai eu différents échecs amoureux, justement je retombais dans cette position de petite fille qui avait besoin d'être réassurée et qui retournait vers sa maman. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'on voit bien que dès que vous êtes fragilisé, c'est allô maman bobo, Un peu, donc, elle n'a pas ce comportement. Et donc vous êtes déçu, alors après vous êtes en colère, et puis c'est toujours le cercle de dépression, colère, le cycle. Donc plutôt que de rester là-dedans, dans ce cercle vicieux, vous pouvez travailler là-dessus pour évoluer. Parce qu'il est toujours possible d'évoluer plutôt que de parler de faire le deuil. Vous pouvez évoluer et vous pouvez faire évoluer votre relation à votre mère et donc évoluer vers une relation plus adulte. C'est-à-dire plutôt que d'être dans une relation de petite fille qui attend de sa maman qu'elle lui donne de la sécurité affective, de la protection, être dans une relation après d'adulte à adulte.
Elle restera votre mère et vous resterez sa fille. Mais si vous avez travaillé un peu sur vous, en thérapie, à être plus confiante, à vous faire davantage confiance, à être plus en sécurité, à travailler sur votre sécurité affective, vous demanderez moins tout ça à votre mère. Et donc, vous aurez des relations plus apaisées, plus pacifiées. Et vous ne croyez pas qu'elle aussi doit essayer de... écoutez, ça, moi, j'en sais pas, je ne sais pas, mais écoutez, on peut toujours dire, ah bah oui, mais les autres, ils ont qu'à faire, ça serait à elle de le faire. Vous pouvez aussi le faire vous. Oui, bien sûr. Ouais. Mais parce que si... Non, mais bien sûr que vous pourriez, mais votre mère pourrait le faire, mais après tout, à dire, ah ben il y a qu'à elle de le faire. Et puis, je lui en veux, elle m'en veut, et puis moi je lui en veux, et puis c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as fait, c'est toi. Bon, vous voyez, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. Bon, on n'avance pas. Hein. Oui, à un moment, vous voyez, commencer à être un peu adulte, c'est commencer aussi à se prendre en charge. Hein. Oui, ou alors on reste toujours dans une position d'enfant. Non, je comprends tout à fait. Au contraire, je pense que j'aimerais en sortir, mais que c'est pas évident toute seule. Après, comme vous dites, arriver à faire ce travail, ça se fait avec l'aide d'un thérapeute, ça un peu. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Parce que même si je me penche. Vous savez, les mères, elles ont été des filles avant. Hein. C'est ce qu'il faut vous dire aussi. Ah oui, d'accord. Et que c'est pas si simple. Relation, souvent, oui. D'accord. Ce que dit Lily, le métier de mère ne s'apprend pas. Pourquoi ne rien leur pardonner aux mères? Et les pères dans tout ça, dit Lily. Les pères ont été des garçons aussi. Pas simple, tout ça. Mais bon, on peut après évoluer et travailler sur soi, plutôt que de s'enfermer dans des relations qui nous font souffrir. Oui, parce que je pense que ça fait souffrir un peu tout le monde. Et que En tout cas, merci d'avoir... De rien, je ne sais pas si ça a éclairé, mais voilà, moi ça a fait résonner quelque chose, donc du coup c'était peut-être bon d'en parler. Voilà. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Au revoir Aurélie. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors des réactions par mail qui arrivent suite au témoignage de Rebecca qui a été écourté mais bon. Michel dit les successions sont bien souvent l'occasion de tester la solidité des liens qui sont censés unir les membres d'une famille. Alors Michel n'y va pas de main morte, elle dit c'est trop souvent l'occasion de voir les rats sortir des égouts, mais que Rebecca pense d'abord à sa santé, qu'elle fasse confiance aux hommes de loi, il en reste quelques-uns dignes de ce nom. Lilou dit « Je vis quelque chose de similaire avec ma sœur jumelle. Elle aussi peut être terrible avec moi. Elle se permet des paroles, des pensées très très dures que j'ai du mal à encaisser. Et parfois, je n'arrive pas et elle non plus à couper les ponts. Chaque fois que je raccroche, je me dis c'est fini, je la déteste, je veux plus la voir. 3 heures après, je reçois un message d'excuse et du coup, je me tais, j'accepte. Je n'arrive pas à me détacher. Et pourtant, je n'accepterai cela de personne. Je l'aurais déjà envoyé balader sur la Lune. Couper les ponts, c'est pas facile. J'aurais l'impression de la laisser tomber. À ces familles, c'est jamais simple. On s'aime autant qu'on se déteste. Alors, je pense que ça, c'est pas pour Rebecca, que c'est plutôt par rapport à Christine et sa fille. Et puis Corinne dit quelle angoisse palpable chez Rebecca. Ce sont des moments horribles à passer, déjà en temps normal, mais double de problèmes naissant avec son frère, c'est insupportable. Je lui souhaite beaucoup de courage et surtout qu'elle prenne soin d'elle. Jeanne dit « Je crois que si votre frère a agi ainsi, il ne vous entendra pas ni demain ni jamais. Parlez honnêtement aux notaires et autres autorités et ne vous en faites pas pour cet héritage qui se terminera de toute façon tant bien que mal, mais qui se terminera. Ce ne sont que des objets et du matériel. Faites pour le mieux selon votre conscience et attendez-vous à avoir des relations plus lointaines avec votre frère. Une page se tourne souvent avec les deuils. Ils sont souvent le déclencheur de situations
qui paraissait saine. Et n'oublions pas aussi que les adultes subissent souvent l'influence de leurs nouveaux proches. Votre tâche vous paraît lourde, mais peut-être vaut-il mieux la faire seule qu'à deux, avec des histoires et du stress inutile. Laissez tomber toutes les histoires avec votre frère, vous ne le regretterez pas plus tard et aurez la conscience tranquille. Courage. Cathy, elle revient sur le témoignage des mères et des filles en disant qu'il devrait y avoir des écoles de mères. Et on accueille maintenant Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci de me recevoir et merci à votre équipe. Je vous en prie. Donc j'appelais en fait comme j'expliquais parce que je suis en dépression depuis le mois de mars dernier. Oui. Et malgré les divers traitements que j'ai pu avoir, une hospitalisation, j'arrive pas à m'en sortir et suite à un dernier changement de traitement, j'ai eu un mieux. Oui. Mais d'un autre côté, je me retrouve avec des crises de boulimie que je ne supporte pas et qui me font moralement replonger, quoi. Vous pensez que c'est lié à votre traitement ? Depuis que vous avez ce nouveau traitement, que vous avez cette crise de boulimie? En fait, je suis suivie par une psychologue. Une psychologue. Mais c'est un psychiatre qui vous prescrit le traitement? C'est le psychiatre qui me prescrit le traitement. Et la psychologue m'a dit que les fringales, c'était dû au traitement. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'il y a il y a certaines molécules, effectivement, qui peuvent déclencher des accès comme ça de boulimie. Hein. Pas toutes, ça dépend. Mais en même temps, si vous ressentez un mieux-être sur le plan moral, c'est important. Mais il faudrait en parler quand même à votre... parce que si la boulimie vous fait replonger, vous voyez, c'est embêtant. Donc il faudrait en parler avec votre psychiatre. Oui, parce qu'il y a quand même suffisamment maintenant de molécules d'antidépresseurs pour qu'il voit... pour essayer, il peut essayer à ce moment-là une autre famille d'antidépresseurs. C'est pas un antidépresseur, c'est un normothymique. D'accord. Mais il faut voir avec lui, il peut essayer autre chose, parce que si ça doit vous déclencher des crises de boulimie, c'est peut-être pas l'idéal. Donc il faut lui en parler. Oui. Cette dépression, elle a été réactionnelle à un événement particulier Alors, en fait, j'ai été arrêtée pendant 2 mois au niveau de mon travail par rapport à un problème physique. Et j'ai pas supporté d'être à la maison et puis aussi d'avoir des retours négatifs par rapport à mon travail où on disait que je tirais au flanc, quoi, parce que c'était trop facile de s'arrêter. Voilà. Et puis je suis fragile, j'ai déjà fait une dépression à l'âge de 18 ans, j'en ai fait une autre il y a 3 ou 4 ans, c'était lié au travail aussi. Je suis facilement stressée. Oui. Et puis bon, tout plein Là, ça fait 6 ans en fait que je suis suivie par ma psychologue quasiment toutes les semaines. Oui, d'accord. Et puis j'ai l'impression de pas en sortir. De ne pas réussir à dénouer les problèmes, quoi. Oui, c'est peut-être un peu tôt. C'est parce que là, vous êtes dans une phase un peu où vous n'allez pas bien. Mais il peut y avoir, si vous voulez, vous dénouer des problèmes au fur et à mesure. Au départ, ça a été un problème physique qui vous a conduit à un arrêt. Et en fait, d'être chez vous, ça vous a cette immobilité, cet isolement vous a fait plonger. Oui. Vous vivez seul? Oui. Et à la base, je suis quelqu'un d'assez retiré, d'assez solitaire. J'accorde pas très facilement ma confiance aux gens et en général, j'ai peu de gens qui gravitent autour de moi. Et je me définis comme une vieille ours solitaire. Et... vous êtes pourtant, vous êtes tous sauf vieille. Vous avez 32 ans. Non, mais dans le sens, je me sens pas vieille, mais par rapport au fait d'être isolée comme ça, c'est trop isolée certainement.
Alors c'est ce que ma psychologue me disait, que j'étais certainement trop isolée. Oui. Et j'ai essayé à un moment donné d'élargir un peu mon cercle d'amis et ça marche pas, quoi. J'arrive pas à connecter des liens assez forts avec les gens. Quand je vais pas bien, je vais pas les appeler et puis le lien se perd. Quand vous n'allez pas bien, mais c'est pas tout le temps. Oui. Donc c'est aussi, vous voyez, parce que ça c'est un cercle vicieux. Il est reconnu que l'isolement est un facteur qui favorise aussi le stress et la dépression. Donc évidemment, quand vous n'allez pas bien, quand on est en dépression, on n'a pas envie d'aller vers les autres, puisque la dépression, c'est un repli sur soi. C'est une perte d'intérêt pour le monde extérieur. Donc c'est pas dans ces moments-là où vous pouvez vous ouvrir aux autres. Mais quand vous allez mieux, c'est dans les moments où vous allez mieux, où il est important, comme vous souhaitiez le faire, d'élargir votre cercle et de nouer des contacts. Parce que l'isolement n'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est lorsque vous avez été, vous vous êtes retrouvé un peu coupé de ce qui constitue finalement votre lien social, qui est le travail, parce que si j'entends bien, le seul lien social que vous avez, c'est dans le travail. Ouais. Alors quand vous avez plus ça, vous êtes très isolé, semble-t-il. Oui. À moins que vous ayez de la famille un peu autour. Non, parce que je me suis éloignée de mes parents, pas trop loin, mais d'une centaine de kilomètres, ce qui suffit pour mettre justement le témoignage précédent m'a beaucoup parlé, parce que les conseils que vous avez donnés à la jeune femme, ils peuvent s'appliquer à moi, parce que j'ai des difficultés relationnelles avec ma mère. Et il n'y a pas de conflit forcément en ce moment, parce que de toute façon je fais en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, mais je peux pas m'empêcher de l'appeler quand je vais pas bien, alors que malheureusement derrière c'est quelqu'un qui est dans son monde à elle et qui n'écoute pas du tout. Oui. Mais malgré ça, malgré le fait que je sais que j'aurai pas d'écoute, que même si je dis je vais pas bien, j'ai la corde au cou, elle me parlera d'autre chose, je l'appelle quand même. Je peux pas. Oui, vous aimeriez enfin qu'elle vous écoute. Vous espérez toujours. Et c'est pour ça que vous souffrez d'ailleurs. En partie, oui. Mais oui. Parce qu'à chaque fois, c'est quand vous raccrochez, c'est toujours la déception. Parce que votre mère, elle ne change pas. Non. Puis elle changera plus. Elle a déjà fait. Elle de son côté avait déjà fait une thérapie et voilà. Elle a fait une thérapie. Oui. Mais vous lui avez dit que vous souffrez de... Parce que quand vous l'appelez, est-ce que vous pouvez dire que... ou quand vous la voyez, que vous n'arrivez pas à lui parler de vous, enfin que quand vous lui parlez de vous, elle n'entend pas, elle ne vous entend pas, elle ne vous écoute pas. J'oserais pas dire, parce que j'aurais peur de rentrer en conflit. Le peu de fois mais oui, mais c'est peut-être ça votre problème. Le peu de fois où, justement, tout début de ma dépression, j'ai des choses qui sont ressorties et dont je lui ai parlé, des choses de l'enfance que j'avais mal vécues, et elle nie tout en bloc. Elle dit que c'est de mon imaginaire. Mais justement, vous avez peut-être un problème avec le conflit et l'agressivité. Alors, je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs dans votre travail. Mais on voit bien que vous essayez d'éviter au maximum le conflit, l'agressivité. Or, dans la dépression, il y a, ça peut être une façon,
c'est de la tristesse, il y a une immense tristesse, mais ce qui ne sort pas comme ça d'une colère ou d'une agressivité peut se retourner en tristesse contre soi, finalement. C'est de l'agressivité qu'on retourne contre soi, c'est vous-même que vous agressez. Et à un moment, si on n'arrive pas à pouvoir exprimer, voyez, de l'agressivité, à savoir faire face à des conflits, ça peut être embêtant dans la vie. Alors je ne vous dis pas, et j'imagine que vous y travaillez avec votre psychologue, d'agresser votre mère. C'est pas de cela dont il s'agit. Mais c'est de pouvoir lui dire les choses. Pas en hurlant, pas en criant. Mais puisqu'après tout, vous me dites qu'elle parle de choses et d'autres, et puis que vous l'appelez. Si c'est l'appeler pour parler de choses et d'autres, on va dire de la pluie et du beau temps, à quoi sert-il de l'appeler ? Autant, si vous l'appelez, lui dire ce qui est important pour vous, voire essentiel pour vous. Oui. Sans l'agresser, mais lui parler vrai. Parler vrai, ça ne veut pas dire être agressif. Alors, j'entends bien que votre mère ne peut pas, elle, entendre. Ouais, c'est pas évident. Mais peut-être qu'à un moment, si vous disiez aussi, il y a un moment, si vous étiez... Il y a des choses qui pourraient bouger, parce que même parfois ceux qui sont les plus sourds, à certains moments, ils peuvent entendre certaines choses, parce que nous-mêmes, on les dit autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme dit Cathy, elle parle d'autre chose pour se protéger. Une façon de lui parler. Oui, elle peut. C'est les gens qui parlent comme ça beaucoup, pour ne rien dire. C'est vraiment ça, ma mère. Elle va d'un coup se passionner pour un sujet et en parler sans s'arrêter. C'est même difficile on peut essayer de l'écouter, mais on ne pourra même pas intervenir pour lui dire bah oui, c'est intéressant, on n'a pas le temps. Elle a un flot de paroles et c'est même parfois difficile de lui dire bon bah finalement le temps passe, j'ai des choses à faire, je voudrais raccrocher. Elle enchaîne. Et vous n'arrivez pas à l'interrompre? C'est très difficile. Ça dépend des moments. Par contre, si elle est prise à l'ordinateur, si elle est en train de jouer à l'ordinateur, là, je vais la déranger et ça va être très rapide comme communication. Oui, donc vous êtes toujours dans la frustration. C'est-à-dire, si vous êtes en demande, quand vous appelez, elle n'est jamais satisfaite, cette demande, puisqu'elle parle, mais de choses qui ne vous intéressent. Pardon ? J'exprime quasiment pas cette demande. Ben voilà. Parce que c'est pour pas me sentir seule, en fait, que je l'appelle. Mais oui, mais vous raccrochez, vous êtes encore plus seule. Parce que c'est une immense frustration. Elle a parlé, mais de choses qui ne vous intéressent pas. Alors à quoi bon ? Autant interrompre la conversation. Oui. Et il ne faut pas avoir peur de l'interrompre. Puis comme dit Prune, dites-lui ce que vous avez sur le cœur et n'ayez pas peur d'aller à l'essentiel. Et puis vous pouvez aussi lui dire que vous n'allez pas bien. Je lui ai déjà dit la semaine dernière. Comment a-t-elle réagi ? Elle m'a dit ah bon, ça va pas. Oui. Bon, d'accord. Et puis sur les appels suivants, elle n'en a pas reparlé. Elle n'a pas cherché à savoir si ça allait mieux. Vous pouvez lui dire si j'appelle, c'est parce que c'est parce que je me sens seule et que j'ai besoin de toi et j'ai besoin de t'entendre et de te parler. Vous revenez dessus.
Plutôt que de la laisser parler, faut pas hésiter. D'accord. Elle ne sait pas forcément, voyez, comment réagir, mais n'hésitez pas à lui dire. Plutôt que de la laisser comme ça rester à parler pour remplir quelque chose d'un vide un peu peut-être. Vous pouvez l'interrompre. Et puis vous, Marie, donnez-vous le temps aussi et ne vous dites pas, parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel, que vous n'allez pas, n'ayez pas peur de vous dire ce sentiment, vous n'allez jamais voir le bout, voyez, qu'il n'y a pas de lumière au bout. On peut avoir, vous avez eu des épisodes dépressifs déjà, c'est pas pour ça que vous allez être dépressif toute votre vie. Ça n'a pas de sens. Au contraire, vous pouvez avoir des épisodes dépressifs et puis en avoir les suivants qui sont moins profonds, en sortir plus rapidement. Donc il faut continuer à être bien prise en charge comme vous l'êtes, à la fois par un traitement médicamenteux, parler avec votre psychologue et surtout, parallèlement à cela, veillez aussi sur un plan de votre environnement. Je sais que ça va vous demander un peu de vous forcer un peu quand vous irez mieux, mais à être moins isolé, comme le disait Brigitte, peut-être au départ à travers une activité, quelque chose qui vous ferait du bien, vous, quelque chose qui vous ferait plaisir. C'est l'occasion de nouer des contacts avec des gens, avec d'autres personnes. Sortir de votre isolement, ça c'est primordial et je vous assure que ça évite aussi de replonger. C'est un facteur de prévention, être moins isolé. Donc accrochez-vous, ça en vaut vraiment la peine, Marie. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1.